Je vous propose de démarrer. Bienvenue à tous, bienvenue à ce séminaire consacré aux enjeux géostratégiques de l'hydrogène, une filière au cœur de la transition énergétique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes près de 900, vous êtes inscrits à ce séminaire organisé dans le cadre de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, cet observatoire est financé par le ministère des Armées, et en particulier la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Cet observatoire est piloté par l'IRIS en consortium avec Enerdata, un bureau d'études économiques spécialisé sur les questions énergétiques, et Cassini Conseil, une société de cartographie spécialisée en géopolitique. Nos travaux de recherche proposent des analyses géopolitiques des enjeux énergétiques en lien avec les questions de sécurité et de défense. Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver nos précédents travaux sur le site de l'IRIS et de la DGRIS, que ce soit sur les stratégies nucléaires civiles de la Russie, des États-Unis et de la Chine, sur l'Alliance européenne des batteries ou encore la géopolitique des biocarburants. Avant de démarrer, je tiens à remercier les pilotes de la DGRIS, Léa Bobin, Noémie Rebière, Raphaël Danino-Perrault, pour tout leur concours dans la bonne organisation et vraiment tout leur soutien aussi pour ces travaux de recherche qui sont absolument passionnants. Sans plus tarder, écoutez, voici un petit peu le programme et surtout les personnes avec qui j'ai le plaisir d'animer ce séminaire. Donc, tout d'abord, David Ansalem, cofondateur de la société Cassini Conseil, Philippe Copinchi, enseignant à Sciences Po Paris, Manfred Hafner, professeur d'études à la Johns Hopkins University et également enseignant à Sciences Po Paris, Fabrice Poulain, manager de la Clean Tech Unique d'Enerdata et Alice Jacquet-Ferrand, consultant senior à Enerdata sur l'hydrogène. Notre séminaire va durer 1 heure, dans lequel nous allons aborder les enjeux géopolitiques et aussi une partie très importante consacrée justement aux enjeux géoéconomiques. Et nous prendrons le temps, au bout de cette heure, pour répondre aux questions, à vos interrogations et aussi aux questions qui auraient pu surgir au cours de ce séminaire. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer vos questions tout au long de ce séminaire et également à vous présenter en quelques mots, que vous soyez diplomate, journaliste, professeur ou étudiant. Nous aurons le plaisir à savoir un petit peu qui vous êtes et avec qui nous avons le plaisir de dialoguer, même si c'est en visioconférence. Écoutez, sans plus tarder, démarrons maintenant avec Manfred Hafner pour une introduction d'abord aux enjeux géostratégiques de l'hydrogène dans la transition énergétique. Manfred, prenons 10 minutes pour comprendre quels sont les enjeux stratégiques à bien avoir en tête lorsque nous parlons de l'hydrogène, notamment parce que l'hydrogène connaît un véritable engouement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement pourquoi on vit un moment hydrogène? Pardon. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Oui, je pense qu'il est important de souligner que la seule raison pour laquelle il y a aujourd'hui un tel engouement pour l'hydrogène, c'est que nous sommes au niveau mondial, au niveau global, désormais dans une logique de décarbonation profonde, c'est-à-dire de neutralité carbone autour de 2050. Cette décarbonation profonde implique donc d'abord des importants efforts d'efficacité énergétique, donc d'une part de découpler la croissance économique et la consommation énergétique, et d'autre part de décarboner totalement la demande énergétique restante. La façon dont on entend généralement décarboner la demande énergétique restante et d'une part par une électrification massive de la demande finale. Et ensuite, essayer de produire cette électricité par des moyens très bas carbone, c'est-à-dire les renouvelables, c'est-à-dire les nucléaires, ou même éventuellement des énergies fossiles à condition de les couper à des procédés de capture, utilisation et ou stockage de carbone. Quel est le problème? Le problème, c'est que à l'heure actuelle, on ne peut pas électrifier toute la demande énergétique finale. Ceci est notamment le cas pour certains procédés industriels, lorsqu'on a besoin de très hautes températures qui requièrent donc une flamme, comme par exemple l'industrie sidérurgique, mais c'est aussi le cas où on a besoin d'un stockage important, que ce soit dans le cadre d'un stockage électrique saisonnier, mais aussi par exemple pour les transports maritimes à longue distance. Et c'est bien entendu le cas pour les entrants, les feedstocks, les matières premières de l'industrie chimique
et des engrais qui requièrent bien entendu de l'hydrogène. Quand on parle de l'hydrogène, on parle à la fois de l'hydrogène pur que de produits dérivés de l'hydrogène, comme par exemple l'ammoniac. Alors, on peut utiliser l'hydrogène ou bien dans les piles à combustible, et on produit l'énergie électrique, ou alors en combustion, comme le gaz naturel ou les fuels, ou les produits pétroliers. Le grand avantage, pour répondre à la question, d'une économie hydrogène est qu'avec quelques adaptations au système énergétique actuel, on peut garder et continuer à utiliser une bonne partie des infrastructures énergétiques existantes. En effet, l'hydrogène peut être transporté dans les gazoducs, l'hydrogène mélangé avec du gaz naturel ou même en l'état pur à condition de faire les adaptations nécessaires. Et ensuite, cet hydrogène, mélangé ou pas avec du gaz naturel, peut être utilisé dans des chaudières, des turbines à gaz, des moteurs, comme actuellement le gaz naturel. Cela requiert bien évidemment des adaptations, mais c'est possible. Car il ne faut pas se leurrer non plus. Électrifier au maximum la demande énergétique actuelle n'est pas simple non plus, et il requiert non seulement une énorme augmentation des moyens de production, mais également des transports et des distributions d'énergie électrique. Et nous connaissons bien les problèmes d'acceptabilité sociale qui se posent lorsqu'on veut poser de nouvelles lignes électriques, haute tension par exemple. L'important, c'est donc de bien comprendre que la seule raison d'être aujourd'hui de cet engouement est la décarbonisation. Les solutions basées sur l'hydrogène seront toujours plus chères que les solutions actuelles de nos énergies fossiles non décarbonées. Mais dans un monde décarboné, on ne peut plus continuer à utiliser des solutions charbon, pétrole, gaz non décarbonés. Et donc, la question qu'il faut se poser, parmi toutes les solutions décarbonées, quelle est la place que peut trouver l'hydrogène? Très bien, justement, merci beaucoup. On reviendra tout à l'heure sur la production durable d'hydrogène. Merci pour ces premiers éléments extrêmement instructifs et toute l'importance de l'hydrogène pour la décarbonation. Est-ce que vous avez commencé un petit peu à le présenter, mais est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails concrètement sur les usages stratégiques de l'hydrogène dans le cadre de la décarbonation? En 2 minutes, s'il vous plaît. Il faut d'abord savoir qu'à l'heure actuelle, l'hydrogène est principalement utilisé pour l'industrie du raffinage et pour la production de l'ammoniac, qui lui est principalement utilisé pour l'industrie des engrais. Il est aussi utilisé à moindre mesure pour la production de méthanol et pour la réduction directe de fer dans l'industrie sidérurgique. À l'heure actuelle, on n'utilise pas d'hydrogène dans les filières dont on entend souvent parler. Quand on parle des usages futurs d'hydrogène, tels que le transport, on n'utilise pratiquement pas de l'hydrogène dans le transport, tels que la production électrique, là non plus on n'utilise pratiquement pas d'hydrogène, ni dans le secteur domestique résidentiel. Tous ces secteurs peuvent avoir des utilisations, mais c'est souvent compliqué et souvent ils sont en concurrence avec d'autres solutions décarbonées qui sont plus économiques. Dans le transport terrestre, évidemment, les voitures électriques aujourd'hui ont un avantage par rapport à l'hydrogène. Dans les bâtiments, la pompe à chaleur a un avantage par rapport pompe à chaleur électrique a un avantage par rapport à l'hydrogène en combustion. Aussi pour le secteur électrique, faire le passage par l'hydrogène n'a pas beaucoup de sens, sauf pour le stockage intrasaisonnier de l'électricité. Le fait qu'une solution soit techniquement possible ne garantit pas forcément que ça va se faire pour des raisons économiques. Il faut tenir à l'esprit qu'il faut agir à la fois sur 2 axes. D'une part, sur la demande d'hydrogène et d'autre part, sur l'offre
d'hydrogène décarboné, car actuellement, pratiquement tout l'hydrogène que nous utilisons, et nous utilisons grosso modo 80 millions de tonnes d'hydrogène, il est tout non décarboné. Très bien. Bah, justement, merci beaucoup pour cette précision. Si aujourd'hui, la production d'hydrogène décarboné est infime, comment est-ce qu'on va réussir à produire de manière décarbonée donc cet hydrogène pour qu'il participe à nos objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050? Comme je le disais, aujourd'hui, pratiquement tout l'hydrogène est produit de façon carbonée. On parle du hydrogène noir à partir de l'huile, brun à partir de lignite, gris à partir du gaz naturel. Si on regarde les émissions globales liées à cette production d'hydrogène, on arrive grosso modo à 900 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de toutes les émissions de CO2 de la France, c'est-à-dire l'équivalent de 3 fois et demi de toutes les émissions de CO2 de la France. Donc on voit bien qu'il y a un problème. Et comme pour la décarbonisation, il faudra augmenter fortement la consommation d'hydrogène, il faut passer radicalement à des solutions décarbonées. Quelles sont ces questions décarbonées? Il y a évidemment, on pourrait imaginer d'appliquer à la production d'hydrogène actuelle, à partir du charbon ou du gaz, un système de stockage et de captage, de stockage, utilisation de la CO2. On parle là d'un hydrogène bleu. Le problème, c'est qu'on arrive actuellement à capter uniquement, grosso modo, 90% du CO2. Et donc, pas tout le monde considère cette technologie durable. Une autre option, c'est d'utiliser les renouvelables. Les renouvelables et ensuite électrolyse et on produit de l'hydrogène qu'on appelle vert. Tout le monde est d'accord avec cette solution. Le problème, c'est que aussi longtemps que nos mix énergétiques, nos mix électriques ont une part importante du charbon, des centrales charbon, centrales gaz et autres centrales fossiles, ça n'a pas beaucoup de sens d'utiliser les renouvelables pour produire l'hydrogène qui potentiellement ensuite une partie de cet hydrogène de nouveau produit est utilisé dans les piles à combustible pour produire l'énergie électrique. Il vaudrait mieux utiliser l'augmentation des renouvelables pour décarboner d'abord les systèmes électriques. Évidemment, on peut aussi produire l'hydrogène par électrolyse à partir du nucléaire, et c'est une option très viable dans tous les pays où le nucléaire garde une acceptabilité sociale. On parle là d'hydrogène jaune. Actuellement, 90%, 99% de tout l'hydrogène est un hydrogène carboné. Seulement 1%, c'est un hydrogène décarboné. Donc, on voit bien qu'on a un vrai défi devant nous. Les technologies existent, mais il faut maintenant les implémenter. Il faut passer à une implémentation à grande échelle. Merci beaucoup pour ces éléments et les chiffres clés aussi que vous avez fournis. Vous venez de parler des volumes de production. Quel volume de production d'hydrogène décarboné faudrait-il réussir à produire au niveau global pour répondre aux défis qui s'offrent à nous et qui se posent à nous? Alors, l'Agence internationale de l'énergie, d'une part, et IRENA, l'Agence des renouvelables internationale, d'autre part, elles estiment qu'à l'horizon 2050, l'hydrogène représentera quelque 10 à 15% de la demande finale d'énergie dans ce monde décarboné totalement, de neutralité carbone. D'autres sources, comme par exemple le Hydrogen Council ou alors Bloomberg, donnent des estimations de pénétration d'hydrogène à l'horizon 2050 un peu plus haut, de 20% de la demande finale. La principale différence entre ces prévisions est la pénétration dans le secteur électrique, où Bloomberg est par exemple beaucoup plus optimiste que l'AIE ou IRENA. De notre côté, nous estimons que, compte tenu du fait que nous partons actuellement de pratiquement zéro pénétration d'hydrogène décarboné,
arriver à une pénétration d'énergie finale à un niveau global de 15% dans seulement 3 décennies, c'est déjà un bon défi. Dans les rapports, vous avez beaucoup de détails chiffrés sur ces questions offre-demande. Je tiens à rappeler un élément que j'ai déjà soulevé, mais que je pense est fondamental. Les solutions hydrogène sont toutes chères, mais personne ne pense à des solutions hydrogène parce que c'est moins cher que les solutions actuelles, pétrole, gaz. On pense à l'hydrogène parce qu'on doit décarboner nos systèmes énergétiques. Et sur le cadre de décarbonisation de nos systèmes énergétiques, l'hydrogène, parmi d'autres solutions, a tout à fait une place, de l'ordre de 15%, 20% en fonction des scénarios à l'horizon 2050. Parfait. Bah, écoutez, Maître Hafner, je vous remercie beaucoup pour tous les éléments que vous nous avez présentés aujourd'hui. Donc, si je résume un petit peu, aujourd'hui, si on a vraiment un moment hydrogène, si l'hydrogène est au sommet de l'agenda, que ce soit de la Commission européenne, du gouvernement français, du gouvernement allemand, c'est parce que la décarbonation est une priorité, que l'hydrogène est prometteur pour des usages qui sont donc difficiles à décarboner. Et en plus de ça, qu'il peut utiliser des infrastructures qui existent déjà, comme vous l'avez mentionné au tout début de votre intervention. En revanche, au niveau économique, il faut bien voir donc, et il faut toujours se rappeler que il y a la concurrence d'autres technologies qui peuvent qui peuvent permettre d'offrir des alternatives plus rentables. Et évidemment, il y a ce défi de la production elle-même, de la décarbonation de la production elle-même d'hydrogène, qui est l'objet justement de la suite de notre intervention. Je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments et poursuivons justement avec David Amsalem. David, donc, comme je l'indiquais au tout début, vous êtes le cofondateur de Cassini Conseil, donc une société de cartographie en géopolitique et en intelligence territoriale et en expertise territoriale. Vous réalisez toutes les cartes de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je vais vous projeter justement, hop, voilà, la carte en question. Est-ce que vous pouvez nous présenter la cartographie des projets de production mondiale d'hydrogène vert et bleu? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je vais présenter rapidement cette carte qui, en fait, utilise la base de données de l'Agence internationale de l'énergie, donc le dernier rapport 2021 consacré à l'hydrogène. Et on a fait le choix pour cette carte-là de se concentrer sur l'hydrogène bleu et vert, c'est-à-dire, comme l'a rappelé et l'a précisément Manfred, c'est-à-dire l'hydrogène décarboné, en sachant que l'hydrogène bleu est un hydrogène produit à partir d'énergie fossile, mais qui utilise justement la technologie pour capter le CO2. Donc, j'explique rapidement comment lire cette carte, parce qu'elle peut être déroutante à certains endroits, et je vous explique rapidement les principales conclusions. Donc, d'abord, les cercles proportionnels que vous voyez sur la carte, c'est le volume de production cumulé de tous les projets qui sont en cours à travers le monde. Donc, pour faire très simple, plus le cercle est important, plus le volume de production cumulé de tous les projets d'une région va être important. Évidemment, très simplement, les couleurs bleues et vertes, c'est la nature de la production d'hydrogène, donc soit à partir d'énergie renouvelable, soit à partir d'énergie fossile, mais avec des technologies de capture. Et vous avez à l'intérieur des cercles, c'est important de le mentionner, un chiffre, un numéro. En fait, ça représente le volume en valeur absolue des projets qui sont proposés par les différentes régions du monde. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir des choses qui sont a priori contre-intuitives. Regardez par exemple le cas de l'Asie centrale ou de l'Afrique subsaharienne. Vous avez un ou deux projets, mais une ambition pour ces projets en termes de volume de production qui sont assez importants, qui sont environ de l'ordre de 5 à 6 000 kilotonnes d'hydrogène par an, alors qu'à l'inverse, vous avez en Europe de l'Ouest, donc, qui est la plus grande ambition de production du monde, 190 projets, donc beaucoup plus de projets avec un volume qui est 3 fois plus important. Alors, le premier enseignement de cette carte, pour répondre à votre question, c'est déjà qu'on constate une multiplication des projets de production d'hydrogène à travers le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région du monde qui ne s'y penche pas,
Alors évidemment, en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, le nombre de projets et le volume de production espéré est moins important qu'ailleurs, mais tous les continents sont concernés. Donc, première conclusion. Deuxième conclusion, on voit que partout, l'hydrogène, enfin presque partout, les projets qui suscitent le plus d'intérêt, où là il y a le plus d'ambition, ce sont les projets qui concernent l'hydrogène vert. C'est partout le cas, sauf dans deux régions, l'Amérique du Nord et l'Europe du Nord, où on le voit, les projets sont plus importants en termes de volume de production sur de l'hydrogène bleu que sur des projets d'hydrogène vert. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette carte. Ça permet de fixer les choses. Je rappelle simplement, mais on va le détailler rapidement dans les prochaines cartes, que là, on parle de l'intégralité des projets, quel que soit leur état d'avancement, donc qu'ils soient théoriques, opérationnels, en cours de construction. Donc, ça donne un premier aperçu des ambitions de toutes les régions du monde sur les projets hydrogène. Merci beaucoup. Et bien justement, ça me fait une transition vraiment parfaite avec la deuxième question. Est-ce que vous pouvez là maintenant détailler un peu plus concrètement la nature de ces projets, ceux qui sont avancés, ceux qui sont juste des annonces, ceux qui sont déjà en train de se concrétiser? Bien sûr. Alors, il faut simplement passer la deuxième carte. Quand on a essayé de creuser, de fouiller cette base de données, on a voulu vraiment se rendre compte de ce qu'il y avait derrière ces projets annoncés. C'est ce que vous voyez sur cette carte-là, qui est toujours divisée en grandes régions du monde, selon la classification qu'en a fait l'Agence internationale de l'énergie. Et en fait, vous voyez, donc, le premier élément important à noter sur cette carte, c'est le fait qu'on a divisé, ou en tout cas hiérarchisé les projets, le nombre de projets par un état d'avancement. Donc, chaque barre sur les régions correspond à un volume de projet type. Et ensuite, on a essayé de mettre des couleurs pour les distinguer en fonction de l'état d'avancement des projets. Il y a deux sous-groupes qu'il faut observer. Le premier groupe, c'est la production en cours ou à venir, c'est-à-dire lorsque les projets sont déjà opérationnels, ce sont les barres rouges, ou en cours de construction, la partie violette. Et on voit qu'un peu partout dans le monde, il y a déjà un certain nombre de projets qui sont opérationnels ou en cours de construction, c'est-à-dire avec une production d'hydrogène en cours ou à venir très prochainement. Et donc, c'est notamment le cas en Europe occidentale, en Amérique du Nord, en Asie de l'Est, donc ça, on le voit très nettement. Et il y a un deuxième groupe de projets qui, pour nous, relève de la production théorique. C'est soit des projets qui sont encore à l'étude, en étude de faisabilité, donc ce sont toutes les barres grises, et vous avez encore un autre type de projet qui sont en fait des projets qui sont à l'état de conception, donc dont on ne sait pas encore s'ils vont être validés, s'ils verront le jour. Et donc là, on est vraiment dans de la production extrêmement théorique. Et là aussi, il y a un certain nombre de projets très importants en volume, enfin en valeur absolue, un peu partout dans le monde. Donc ça nous permet déjà de voir un peu comment se répartissent les différents projets. Et la deuxième partie de cette carte, ce qui est fondamental, c'est qu'en réalité, on observe que dans la quasi-totalité de ces projets, le volume de production espéré est purement théorique. C'est-à-dire qu'on a mis des aplats de couleurs sur les régions. Plus en fait la couleur tire vers le vert clair, c'est-à-dire l'essentiel du monde, plus en fait les volumes de production espérés qu'on a vus dans la précédente carte, 95 à 100% de ces volumes-là relèvent de projets qui sont à l'état de production théorique, soit étude de faisabilité, soit de conception. Donc, à part l'Amérique du Nord, mais on y reviendra, et l'Europe occidentale, on voit qu'à partout dans le monde, la quasi-totalité des volumes de production qu'on a vus dans la carte précédente relèvent de projets qui sont encore loin d'être aboutis, ou peut-être pour certains d'entre eux qui ne verront jamais le jour. Pour résumer ça, et pour bien qu'on comprenne les échelles de valeur, on a mis en fait en bas de notre légende un camembert où en fait vous avez la capacité de production totale, quel que soit l'état d'avancement des projets dans le monde, et on a réparti les parts en fonction de l'état d'avancement. Et vous le voyez, en fait, la part blanche, c'est 64%, c'est-à-dire que 64% des projets de production dans le monde qui concernent l'hydrogène, décarboné, donc vert ou bleu, c'est des projets qui sont à l'état de conception. Et vous ajoutez les volumes gris, c'est-à-dire là où on est encore en étude de faisabilité, on est sur du 32%, soit 96%. Et vous voyez donc ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie rouge, là où c'est vraiment opérationnel, où la production a lieu, vous avez environ 1500 kilotonnes de production, c'est 2,6% de la totalité des projets. Donc vous voyez que sur cette carte-là, il y a une décorrélation extrêmement forte entre un volume de projets même opérationnels, parce que vous voyez qu'en Europe occidentale, il y a beaucoup de projets opérationnels.
pareil en Europe du Nord, pareil en Amérique du Nord. Mais ce qu'ils produisent effectivement par rapport à l'ensemble des ambitions mondiales sur la question de l'hydrogène, c'est vraiment très, très marginal, 2,6%. Et lorsqu'on ajoute à cela la partie en construction, ça ne l'augmente pas davantage. On est à 1,4%, donc à peu près un peu moins de 1000 kilotonnes. Merci beaucoup. C'est très intéressant, très instructif de pouvoir comme ça décrypter ces différents chiffres. Là, avec la prochaine carte que vous avez produite, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quels sont les grands producteurs d'hydrogène décarboné actuellement dans le monde et donc de quel hydrogène s'agit-il entre le vert et le bleu? Alors là, en fait, dans notre conception cartographique, vous l'avez compris, on essaye en fait de descendre du plus large, c'est-à-dire les projets tout mélangés, puis ensuite on essaye de voir ce qu'il y a derrière. Là, cette carte, c'est la dernière pour nous qui se concentre en fait sur la production réelle, c'est-à-dire celle qui est opérationnelle ou qui va bientôt l'être. Et là, on se rend compte qu'on a un monde qui, cette fois, on a raisonné non pas en région, mais en pays, parce qu'on voit qu'il y a une concentration extrêmement forte de la production réelle d'hydrogène actuellement dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la production d'hydrogène se concentre dans 4 pays. Vous avez d'abord les Pays-Bas, de très loin. Ensuite, vous avez le Canada, puis les États-Unis. Et enfin, un peu loin derrière, vous avez la France. Ça, c'est le premier enseignement, c'est-à-dire que sur la production effective d'hydrogène, ça se concentre dans 4 principaux pays. Deuxième enseignement, vous le voyez sur la carte, c'est assez flagrant, la majorité de cette production, c'est de la production d'hydrogène bleu. C'est-à-dire que tout ce dont on parlait sur les ambitions d'hydrogène vert, on voit que concrètement, ce n'est pas du tout réalisé. Aujourd'hui, il y a quelques exceptions, donc on en parle. Regardez, en Allemagne, vous avez un vert. Quand c'est un vert foncé ou un bleu foncé, c'est qu'on est dans de la production effective, opérationnelle tout de suite. Regardez, en Allemagne, vous avez un petit rond vert. En Chine, vous avez aussi un petit rond vert. Donc là, on est sur de la production d'hydrogène verte, mais dans des quantités qui sont vraiment assez limitées. Troisième enseignement enfin de cette carte-là, lorsqu'on s'intéresse sur les projets à venir, donc c'est-à-dire tout ce qui concerne les couleurs pâles, le bleu pâle, le vert qui est un peu plus pâle, on se rend compte qu'un État se distingue, c'est le Canada, qui a des vrais projets en cours de construction qui vont aboutir très prochainement. Et là encore, on observe la même conclusion, c'est que les projets à venir seront des projets d'hydrogène bleu. Donc on voit la difficulté, alors il y a des projets d'hydrogène vert à venir en Europe notamment, ça on le voit partout en Suède, même en France, même en Allemagne, donc et en Chine surtout, il y a des choses qui vont se passer, mais par rapport au volume, quand on compare les cercles de volume de production par rapport à ce que va produire le Canada dans les prochaines années, on est sur des échelles assez différentes. Donc on se rend bien compte, c'est ce que disait Manfred tout à l'heure, c'est qu'il y a une difficulté à produire de l'hydrogène vert, ou en tout cas c'est un non-sens compte tenu de la production des énergies, de la part des énergies renouvelables dans les mix énergétiques. Donc, c'est pour ça que les pays privilégient la production à partir d'énergies fossiles. On note cependant un effort, c'est-à-dire d'utiliser systématiquement, dès que c'est possible, des technologies qui captent le CO2 pour rendre le plus propre possible cet hydrogène. Mais on voit bien que c'est très compliqué. C'est pour ça que l'hydrogène bleu est certainement privilégié et qu'il est privilégié actuellement et dans les prochaines années. On le voit avec le Canada, ça va être également l'énergie qui devrait dominer à court et moyen terme. Merci beaucoup pour cette présentation. Les 3 cartes que vous avez projetées dans le cadre voilà, de ce rapport de l'Observatoire de la sécurité des flux des matières énergétiques. Si je résume un petit peu ces 10 minutes de présentation, donc tous les continents sont concernés, il y a des projets de développement d'hydrogène sur tous les continents, d'hydrogène décarboné sur tous les continents, avec énormément de déclarations pour des projets d'hydrogène vert en particulier, donc produits à partir d'énergies renouvelables. Il y a certes plusieurs projets qui sont déjà avancés et donc en construction, mais en fait, l'essentiel des volumes attendus reste encore une fois sur des projets très, très théoriques, des projets encore très conceptuels. Et sur la production, on va dire, qui est vraiment enclenchée, on a 4 pays qui se distinguent, comme vous avez mentionné. Si je ne me suis pas trompé, donc il y a bien les Pays-Bas, le Canada, les États-Unis et la France, essentiellement sur l'hydrogène bleu, et un peu d'hydrogène vert aussi, mais surtout du bleu. Et parmi tout cela, le Canada, vraiment, sort du lot avec des projets hydrogène bleu de très grande ampleur et qui dépassent ce qui est en train d'être enregistré par les
les autres pays. Ça nous donne déjà une cartographie du monde de l'hydrogène, du monde de demain. Et je vous propose, dans ces cas-là, de nous tourner vers Philippe Coppinchy pour la suite de notre présentation sur la géopolitique de l'hydrogène. Philippe, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, et vous êtes un expert des questions énergétiques internationales. À ce stade, donc, David nous a présenté, on va dire, et avec Manfred aussi, l'échiquier mondial de la future géopolitique de l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit peu le panorama global des stratégies hydrogènes dans le monde? Quelles sont les similitudes? Quelles sont les grandes différences qui traversent ces différentes stratégies hydrogènes? Merci Pierre. Donc bonjour à tous. Effectivement, une chose qu'il faut retenir des présentations précédentes, c'est le fait qu'on est face à une industrie qui est vraiment naissante, avec des perspectives qui sont probablement très brillantes, mais qui aujourd'hui est quasiment inexistante. Et par rapport à ça, l'investissement des gouvernements va être essentiel pour permettre le démarrage de cette industrie, pour créer une demande, pour encourager la recherche et développement, pour orienter les capitaux. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2-3 ans, donc vraiment récemment, de nombreux gouvernements ont établi des stratégies hydrogènes, avec notamment le Japon et la Corée qui sont vraiment des pionniers en la matière, mais qui ont été suivis ces dernières années par beaucoup de pays, la plupart des grandes puissances, alors avec quelques États qui manquent. On voit, comme sur la carte le montre, les États-Unis, on est toujours dans l'attente de voir s'il y a des ambitions au niveau fédéral. Et donc, il se passe quelque chose. Alors, il se passe quoi? Beaucoup d'intentions, de déclarations d'intention. Certains ont des stratégies qui sont très développées, avec des objectifs qui sont chiffrés. Alors, c'est jamais contraignant, hein, mais au moins, ça fixe un cap. Et dans certains cas, des financements qui sont libérés, parfois de grande ampleur. Alors, parfois, c'est quelques millions d'euros, de dollars, pour financer la recherche, mais notamment en Europe, c'est des montants qui, par pays, se chiffrent à plusieurs milliards. Rien que pour l'Allemagne, on dépasse les 10 milliards d'euros sur la décennie à venir de financement public prévu, avec cette ambition que cette mobilisation d'argent public va déclencher une mobilisation d'argent privé. La plupart des pays ont à peu près le même schéma en termes de stratégie de développement. Il y a 3 phases. La première, c'est vraiment de poser les fondations, de financer la recherche et développement, de permettre de mettre en place des démonstrateurs, voir que la technologie existe, à la fois dans la production d'hydrogène et dans les technologies d'utilisation de l'hydrogène. Et ça, c'est une phase qui est prévue pour les 4-5 ans qui viennent. À l'horizon 2030, en général, on prévoit une diffusion quand même, un début de diffusion de la technologie, mais d'ici 2030, personne ne s'attend à ce que l'hydrogène ait pris une place vraiment très, très importante, ou même que la production d'hydrogène soit très importante. L'objectif, en général, c'est plutôt 2050 pour un déploiement vraiment généralisé. Tout le monde est à peu près d'accord dans le monde, tous les gouvernements, sur le fait que l'hydrogène va être très important dans le transport, en particulier le transport aérien et maritime. Mais ça, c'est du long terme, hein. Ce n'est pas demain la veille qu'on volera à l'hydrogène, en tout cas le grand public. Pour l'industrie, Manfred a rappelé la nécessité, par exemple, pour la sidérurgie. Là où il y a des divergences, c'est sur le transport routier. Il y a certains pays qui insistent sur, qui ambitionnent de développer l'hydrogène dans le transport routier. Alors, autant sur le transport routier de poids lourds, longue distance, on peut encore considérer que l'hydrogène a une place, autant sur les véhicules particuliers, ça semble très, très compliqué. Et pourtant, des pays comme le Japon, comme la Corée, continuent d'avoir des ambitions assez importantes en la matière.
Même divergence sur l'utilisation de l'hydrogène dans l'électricité ou dans le chauffage. Certains pays le poussent, prévoient des financements, prévoient des objectifs chiffrés, notamment le Japon, notamment le Royaume-Uni. D'autres pays font un petit peu l'impasse sur ce secteur. Là où il y a des grandes différences dans les stratégies, c'est quel type d'hydrogène on va privilégier, avec en fait deux options possibles, soit une certaine neutralité technologique, tout est bon, hydrogène bleu ou hydrogène vert ou hydrogène jaune. D'autres pays ou régions, notamment l'Union européenne, a très clairement annoncé que ce qui compte, à long terme en tout cas, c'est de l'hydrogène vert. Sur le nucléaire, il y a encore un point d'interrogation. L'hydrogène bleu, a priori, est perçu comme quelque chose de purement transitoire, mais à long terme, ce n'est pas durable, donc ce n'est pas ça qu'on va privilégier. La dernière différence qui est majeure, c'est que certains pays développent des stratégies en se disant « je vais devenir un exportateur d'hydrogène, je vais alimenter un marché mondial, alors en devenir, mais un marché ». Typiquement, l'Australie, le Chili, le Maroc, on va en reparler dans un instant, sont dans cette logique-là. D'autres pays, comme le Japon, comme la Corée, comme l'Allemagne, comme l'Union européenne dans son ensemble, même s'il y a des grandes divergences entre les pays, se disent, enfin, ou en tout cas prévoient de devenir plutôt importateurs, et ça change évidemment très concrètement le type de stratégie qui va être mis en place. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éléments. Plus précisément, justement, quels sont les positionnements des pays les plus engagés en matière de stratégie hydrogène? Vous avez déjà cité plusieurs pays. Est-ce que vous pouvez en choisir quelques-uns pour aller plus loin? Ouais. Donc, comme je l'ai dit, les deux pays vraiment pionniers dans la définition de stratégie hydrogène, c'est le Japon et la Corée du Sud. Avec une particularité, c'est que les motivations, en tout cas initiales, ce n'est pas tellement le climat, c'est plutôt la dépendance par rapport aux importations de gaz naturel. Et donc, l'idée de l'hydrogène, enfin, l'idée derrière le développement d'une filière hydrogène, c'est d'augmenter leur sécurité énergétique et également d'accroître, ou en tout cas de maintenir leur compétitivité industrielle. Ça va même au-delà, en prévoyant qu'il y ait un marché de l'hydrogène qui se développe, il va aussi y avoir un marché pour les technologies de l'hydrogène, et ces pays sont particulièrement en avance dans la maîtrise technologique de production et d'utilisation de l'hydrogène. Mes collègues en parleront dans un instant, et donc ambitionnent de devenir des exportateurs de technologies hydrogène, que ce soit des électrolyseurs ou des piles à combustible. Ces deux pays ont bien entendu l'intention de développer leur propre production d'hydrogène décarboné, mais l'état des ressources, les besoins qui sont prévus dans l'industrie, ce sont des pays industriels avec une forte industrialisation, ces pays s'attendent très clairement à devenir des importateurs. Et il y a dès aujourd'hui une implication des gouvernements et des industriels pour développer et mettre en place une chaîne d'approvisionnement. Des accords qui sont passés avec des pays potentiellement fournisseurs, mais aussi le développement d'infrastructures d'importation, notamment en vue de développer des capacités de liquéfaction de l'hydrogène pour pouvoir le transporter par bateau, qui nécessitent de mettre au point des navires, de mettre au point des usines de liquéfaction et puis de regasification si nécessaire, et en gros toutes les infrastructures, notamment portuaires, qui sont nécessaires. À l'inverse, un pays qui est également très avancé et très ambitieux, c'est l'Australie, cette fois-ci pour être au contraire un exportateur. L'Australie est aujourd'hui un acteur énergétique majeur, un gros producteur de charbon, gros producteur de gaz et de pétrole, et notamment un gros exportateur de gaz naturel liquéfié à destination de l'Asie. Et c'est un pays qui voit bien le marché qui est en train de se développer et considère qu'il y a
aussi une place pour devenir un exportateur d'hydrogène. C'est typiquement un pays qui envisage toutes les possibilités, à la fois de l'hydrogène bleu et de l'hydrogène vert. Alors l'hydrogène bleu, aujourd'hui, il est nettement moins cher à produire que l'hydrogène vert. À l'horizon 2050, ça peut s'inverser, mais aujourd'hui, c'est plutôt à partir de gaz naturel et de captation du carbone qu'on envisage du coup la création, enfin la production, pardon, d'hydrogène. Et pour l'Australie, en miroir des stratégies du Japon, c'est un pays qui essaie de développer des partenariats avec les futurs marchés potentiels, les futurs clients de ces exportations. Et la logique d'un pays comme l'Australie, c'est d'y aller étape par étape, d'abord en concentrant la production d'hydrogène là où il y a une demande locale et là où il y a des possibilités d'exportation, c'est-à-dire donc de créer en fait toute une série de hubs, notamment à proximité des ports qui seraient les portes de sortie de l'hydrogène. L'Union européenne est également l'une des régions, pas un pays en soi, mais une région très portée sur le développement d'une filière hydrogène avec des objectifs précis en termes de production, en termes d'utilisation. Mais comme pour le Japon et la Corée, peut-être un petit peu moins, on va voir dans un instant, c'est peut-être un petit peu plus nuancé, l'idée qu'à priori, l'Union européenne serait importatrice nette d'hydrogène à l'horizon 2050. Alors, ce qui est intéressant aussi, je ne vais pas tous les faire, mais c'est un pays comme la Russie. La Russie, aujourd'hui, est un gros producteur de gaz naturel, très dépendant de ses exportations de gaz naturel, avec un réseau de pipelines très développé, notamment à destination de l'Europe, qui affiche son intention d'importer de l'hydrogène. Et donc, la Russie, elle a aussi développé une stratégie hydrogène avec des grandes ambitions, elle se place comme un champion de l'exportation. Si on y regarde de peu plus près, les choses semblent un petit peu plus compliquées pour un pays comme la Russie. D'une part, parce que, comme je l'ai mentionné, l'Union européenne prévoit à long terme plutôt de l'hydrogène vert que de l'hydrogène bleu. Or, les capacités d'énergie renouvelable en Russie sont plus limitées, évidemment. Et puis, il y a quand même un problème d'infrastructure qu'il va falloir financer pour pouvoir produire de l'hydrogène et l'exporter. Et là, il y aura probablement des obstacles importants à franchir. Si on s'en tient vraiment à ce que affirment les autorités russes, l'idée, comme pour l'Australie, c'est de mettre en place un certain nombre de hubs. Alors, près notamment dans la région de Saint-Pétersbourg, un hub à destination d'une exportation vers l'Union européenne, un autre hub près de Vladivostok ou sur l'île de Sakhaline, cette fois-ci à destination du marché plutôt japonais, un hub arctique, notamment près de la péninsule de Yamal, où il y a une très importante production de gaz naturel actuellement, et peut-être un hub plus au sud, en mer Noire. Aujourd'hui, la Russie affiche de grandes ambitions. On a encore un petit peu de mal à voir les moyens qu'elle se donne pour les réaliser en termes de financement, en termes d'organisation de la filière, et on a un petit peu le sentiment que c'est une stratégie très défensive. La Chine, les États-Unis, l'Inde sont relativement en retard par rapport à ça. La Chine, il y a des documents qui ont été publiés sur des ambitions en matière d'hydrogène, mais pas du tout encore aussi détaillés que ne peuvent l'être les pays que j'ai mentionnés. Les États-Unis, pour le moment, au niveau fédéral, il n'y a rien qui est sorti. Donc, on est encore dans l'attente. L'Inde, même chose, un petit peu en retard par rapport aux autres grandes puissances. Alors, ça peut aller vite, hein, mais à l'heure actuelle, très difficile d'avoir une idée claire de la manière dont ces pays se positionneront. Merci beaucoup pour ce panorama mondial des stratégies hydrogène. Et c'est vraiment
ce focus assez détaillé sur de nombreuses potentielles grandes puissances de l'hydrogène. Vous avez bien mentionné l'Union européenne. Est-ce que plus précisément, comme en général dans tous les États, enfin, les États membres de l'Union européenne présentent une certaine hétérogénéité, est-ce que vous pouvez nous dire un mot en particulier sur la France et l'Allemagne et potentiellement d'autres pays européens pour voir un petit peu les contrastes? Donc l'Allemagne, c'est le pays avec les plus importantes ambitions. C'est le pays qui occupait, enfin, qui présidait le Conseil de l'Union européenne au moment où la stratégie européenne a été mise au point et l'a très clairement influencé. C'est un pays qui perçoit l'hydrogène comme indispensable au maintien de sa compétitivité économique. Et donc, la question du coût de l'hydrogène va être importante. Alors, c'est un pays qui a des possibilités de produire de l'hydrogène vert en quantité, grâce notamment à l'éolien de la mer du Nord, mais ça se heurte, il y a quand même un certain nombre d'obstacles en termes d'acceptabilité sociale et puis simplement de volume. Et donc, c'est un pays qui ne semble pas avoir de problème à l'idée de devoir importer de l'hydrogène et qui a d'ores et déjà commencé à essayer de développer des accords bilatéraux avec des producteurs extérieure à l'Union européenne, mais aussi à s'intégrer dans ce qui va probablement devenir le premier cluster hydrogène en Europe, autour du Benelux, notamment grâce aux importations possibles dans les ports de Rotterdam, d'Anvers, et au fait que toute cette région, qui inclut le nord de la France, dispose d'un réseau de gazoducs déjà bien développé qui pourrait faciliter le développement d'une mini-région hydrogène. La France est beaucoup plus concernée par un souci de souveraineté et de sécurité énergétique, et donc affiche en tout cas une ambition de ne pas se mettre en dépendance par rapport à des importations venant de l'extérieur. Alors, au niveau de l'ensemble européen, probablement qu'il y aurait la possibilité de produire suffisamment d'hydrogène pour répondre à la demande. Mais la question va être le coût. Et très probablement, pour une région comme l'Union européenne, dans son ensemble, ça sera plus économiquement logique d'importer une partie de son hydrogène plutôt que de s'évertuer à produire l'entièreté de ses besoins. Ça va nécessiter bien sûr d'avoir un marché complètement intégré, et la Commission veille, en tout cas a l'ambition de veiller à ce que la mise en place d'un réseau de transport de l'hydrogène soit complètement intégrée et permette, par exemple, de transporter de l'hydrogène dans les deux sens, vers le nord, du sud vers le nord pendant l'été, lorsque en Espagne ou en Italie, on a une forte production d'hydrogène vert solaire, et puis au contraire, pendant l'hiver, lorsqu'il y a moins de soleil dans ces régions-là, mais peut-être plus de vent en mer du Nord, pouvoir produire de l'hydrogène qui serait exporté dans l'autre sens. Merci beaucoup pour ces éléments. C'est extrêmement intéressant de voir ces différentes problématiques qui animent certains des États membres de l'Union européenne. Grâce à vos éclaircissements, on voit qu'il y aura potentiellement de nouveau des flux d'importation et d'exportation d'hydrogène, donc de nouveau des flux aussi de dépendance entre partenaires. Potentiellement, dans le futur, qui sont les pays les mieux placés pour devenir des exportateurs d'hydrogène dans le monde? Alors, c'est évidemment assez difficile à anticiper. Hein. On parle sur une perspective de plusieurs décennies. Comme je l'ai dit, à l'horizon 2030, il ne va pas y avoir grand-chose. On sera vraiment beaucoup plus loin. Il y a 4 facteurs à prendre en compte pour déterminer le statut des différents pays. Le premier facteur, ça va être le coût de l'hydrogène. Et le coût de l'hydrogène, c'est en grande partie le coût de l'énergie qui est nécessaire pour produire cet hydrogène, c'est-à-dire le coût du solaire, de l'électricité solaire, de l'électricité éolienne,
Et pour l'hydrogène bleu, le coût du gaz naturel plus les technologies de captage et de stockage du CO2. Et donc là, très clairement, il y a un certain nombre de régions qui sont très avantagées, soit parce qu'elles disposent d'importantes capacités de production de gaz naturel, soit parce qu'elles ont un potentiel solaire ou éolien très élevé. Mais ce n'est pas les seuls facteurs à prendre en compte. Produire de l'hydrogène nécessite de l'eau, quelle que soit la technique de production. Alors non, il y a des techniques encore un petit peu expérimentales aujourd'hui qui limitent considérablement les besoins en eau, mais à l'heure actuelle, que ce soit par électrolyse ou à partir de gaz naturel, produire de l'hydrogène nécessite d'avoir de l'eau. Or, il y a certains pays, par exemple les pays du Moyen-Orient, qui souffrent d'un manque d'eau, et ça pourrait être pour des pays comme ça un obstacle, un frein au développement de leur capacité de production. Troisièmement, et je l'ai déjà mentionné, on a besoin de mettre en place des infrastructures de production, de transport. Ça va nécessiter des investissements qui sont colossaux et qu'il va falloir être capable de mobiliser. Alors, on peut les mobiliser en interne, mais c'est probablement plutôt un marché globalisé qui va se mettre en place. Et donc, ça va beaucoup dépendre de la capacité d'attirer ces capitaux pour pouvoir être mis en place, pour que ces infrastructures puissent être mises en place. Et ça, à nouveau, ça signifie qu'il faut des pays avec un cadre juridique, une stabilité politique relativement solide. Et enfin, comme je l'ai mentionné pour distinguer les stratégies françaises et allemandes, il y a des choix politiques qui sont faits, un arbitrage qui est fait entre souveraineté versus compétitivité, et ça, c'est par nature des choix politiques et pas des contraintes physiques ou géographiques. Et donc, on distingue, si vous voulez, 4 grandes catégories de pays. Les premiers qui vont très clairement, en tout cas qui ont l'ambition de devenir des fournisseurs majeurs, ils ont un potentiel de production à très bas coût grâce à des énergies renouvelables ou à du gaz naturel. Ils n'ont pas forcément de problème d'approvisionnement en eau et ni de difficulté à mettre en place des infrastructures. Parmi ces pays, très clairement l'Australie, un pays comme le Maroc, juste aux frontières de l'Union européenne, bénéficie aussi alors à la fois d'un ensoleillement, d'une capacité de production éolienne, mais aussi du fait qu'il y a déjà des infrastructures d'exportation de gaz naturel, il y a déjà des pipelines vers l'Espagne, ça devrait faciliter le potentiel du Maroc. Un pays comme le Chili, alors lui, c'est plutôt pour de l'exportation par bateau, mais très clairement a pris les devants pour devenir un exportateur majeur dans le futur. Deuxième catégorie, c'est les pays qui ont un gros potentiel de production, mais avec cette contrainte d'eau, j'ai cité le Moyen-Orient, des pays comme l'Algérie, comme la Libye sont aussi dans ce cas. Alors, il existe des techniques pour utiliser de l'eau de mer, de désaliniser l'eau de mer, mais fatalement, ça augmente le coût et si on regarde par exemple les calculs faits par l'Agence internationale de l'énergie, les projections de coûts qui sont faites sur 2050 montrent que les importations d'hydrogène du Moyen-Orient vers l'Europe seraient probablement plus chères que l'hydrogène vert produit localement. Des pays avec des problèmes pour attirer des capitaux et développer des infrastructures, par exemple la Russie. Et enfin, le quatrième groupe, ce sont les pays clairement importateurs. J'ai déjà cité le Japon, la Corée, l'Union européenne. Ils ont un potentiel qui est limité, mais c'est surtout un problème de compétitivité qui va jouer. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée vraiment des futurs exportateurs
ou importateurs de l'hydrogène et les facteurs qui sont au cœur de de cette répartition des rôles potentiellement. J'avais des questions, pour des questions de temps, des raisons de temps, je vais les grouper en une seule avant de céder la parole et donner la parole à Fabrice Poulain et à Jacques Ferrand. Philippe Coppinchy, étant donné qu'on va potentiellement devoir de nouveau importer de l'hydrogène, comment est-ce que les pays qui se destinent à devenir importateurs, potentiellement l'Union européenne le sera, comment ces zones vont-elles réussir à assurer la sécurité de leurs approvisionnements? Et du coup, je couple ça avec ma deuxième et dernière question, qui était un petit peu, quelles sont les implications géostratégiques de ce futur marché de l'hydrogène? Est-ce que importer du pétrole, de l'hydrogène, c'est la même chose que importer du pétrole ou du gaz en termes de dépendance stratégique et d'enjeux stratégiques? Alors, je vais essayer d'être très rapide. Oui, on va développer une dépendance par rapport à des importations. Alors, ce n'est pas tout à fait similaire, mais il y a des comparaisons. Alors, en termes de risque, c'est assez similaire aux importations de gaz naturel aujourd'hui, que ça se fasse par pipeline ou sous forme de GNL. C'est un risque de défaillance du producteur, volontaire ou non, et un risque d'interruption du flux, surtout si c'est par pipeline. Comment est-ce qu'on se prémunit par rapport à ces deux risques majeurs? C'est les outils habituels. D'une part, développer une diplomatie de l'hydrogène. Et comme je l'ai déjà mentionné, un certain nombre de pays qui se projettent comme futurs importateurs ont commencé à développer des accords bilatéraux, de collaboration technique également avec les futurs producteurs. C'est le cas du Japon avec l'Australie, c'est le cas de l'Union européenne avec le Maroc. On peut imaginer mettre en place des réserves stratégiques, comme pour le pétrole, mais c'est assez coûteux. Donc, à nouveau, il y a un arbitrage à faire. Et puis, c'est des éléments de diversification de l'approvisionnement. Si on a un marché qui est globalisé, un marché qui est liquide, même si un producteur est défaillant, on trouvera des solutions alternatives. Et alors là, c'est quand même un petit peu problématique, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le marché ou futur marché de l'hydrogène se développe un petit peu sur les mêmes bases que celui du GNL, c'est-à-dire un marché plutôt régionalisé. Et ça, c'est évidemment un handicap pour une diversification de l'approvisionnement. En termes de comparaison par rapport aux implications géopolitiques, alors la première, c'est que très clairement, on va mettre fin à l'hégémonie des pays producteurs de gaz et de pétrole, mettre fin à la dépendance qu'on a vis-à-vis de ces pays. Alors on peut se dire que ça va limiter les tensions dans une région comme le Moyen-Orient, mais ça peut aussi augmenter l'instabilité de ces pays qui dépendent aujourd'hui beaucoup de ces revenus et qui pourraient les perdre, ou en tout cas en perdre une partie. Il y a un déclassement stratégique d'une grande partie des producteurs de pétrole et de gaz qui est à prévoir à l'avenir, y compris un pays comme la Russie, qui va peut-être falloir gérer. Il y a tout un volet, on va y revenir dans un instant, je pense, sur les rivalités géoéconomiques qui vont se mettre en place sur la maîtrise des technologies. Et puis enfin, la différence majeure quand même entre le gaz, pétrole d'un côté et l'hydrogène, c'est que même si on développe une dépendance vis-à-vis des importateurs, des exportateurs, l'hydrogène continue à être potentiellement produisible partout. Si on ne le fait pas, ce n'est pas parce que géologiquement on n'a pas de ressources, mais pour des questions de coût. Or, du coup, ça donne une capacité d'arbitrage qui est beaucoup plus grande. Et l'autre aspect, c'est que au-delà des capacités d'ensoleillement, du potentiel énergétique, une grande partie de la localisation de la production d'hydrogène va se faire à partir des investissements qui sont faits. Or, les investisseurs, eux, ils ont a priori le choix de la localisation de leurs investissements et très clairement, ils vont choisir, ou on peut anticiper qu'ils choisissent plutôt des pays qui sont stables, plutôt que des pays compliqués, comme c'est aujourd'hui le cas pour les producteurs de gaz ou de pétrole, par rapport auxquels on n'a pas le choix. Et donc, à ce point de vue-là, on peut quand même anticiper que
un marché de l'hydrogène assurait une plus grande stabilité du système énergétique mondial par rapport au système actuel basé sur le pétrole et sur le gaz. Merci beaucoup Philippe Coppinchy, c'était une demi-heure extrêmement riche, très dense. Si je dois la résumer, en ressortir quelques idées clés, eh bien, ça sera que au niveau des stratégies hydrogène qui sont en train d'être développées par la vingtaine de pays actuellement recensés, il y a beaucoup de points de convergence, notamment sur les usages. Vous avez mentionné le transport aérien, le transport maritime, aussi la sidérurgie dans le domaine industriel. Mais il y a aussi des divergences entre toutes ces stratégies, que ce soit pour le transport routier, qui fait moins consensus, notamment les véhicules, les voitures particulières, mais aussi les usages comme l'électricité ou le chauffage. Il y a aussi la question et le positionnement des pays en termes pour être exportateurs ou importateurs. Certains ont des stratégies justement qui divergent sur ce point-là. Vous nous avez donné vraiment une vue d'ensemble extrêmement intéressante sur des potentielles futures grandes puissances de l'hydrogène qui ont chacun des buts très différents. Vous avez mentionné le Japon et la Corée du Sud, eux qui s'intéressent à l'hydrogène en matière de sécurité énergétique, de compétitivité industrielle et aussi de gains à l'export sur les technologies hydrogène. L'Australie qui se positionne plutôt comme un exportateur d'hydrogène, de la même manière qu'elle est déjà un exportateur d'énergie, avec beaucoup d'atouts dans sa manche. La Russie qui a aussi cette ambition-là et qui a peut-être plus de difficultés à surmonter, notamment en termes de financement des infrastructures, et l'Union européenne qui, elle, voit l'hydrogène comme un élément absolument indispensable pour réussir sa décarbonation, étant donné qu'elle doit être la première zone à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ça nous a permis justement d'avoir au sein de l'Union européenne un distinguo très intéressant entre l'Allemagne et la France. Allemagne qui, pour des questions de compétitivité, prix est prêt à importer pour avoir de l'hydrogène au meilleur prix du marché afin de soutenir son industrie, alors que la France a une logique vraiment différente puisque elle, c'est dans un souci de souveraineté qu'elle s'intéresse à l'hydrogène et que dans ces cas-là, il y a beaucoup plus de réticence à nouer de nouvelles dépendances vis-à-vis des importations d'hydrogène. J'ai trouvé votre conclusion vraiment très, très intéressante et très forte. L'hydrogène, les importations d'hydrogène présentent de nouvelles dépendances, de nouveaux risques comparables à ceux du GNL, tel que vous l'avez mentionné, avec des contre-mesures qui peuvent être déployées, diplomatie de l'hydrogène, réserve stratégique, diversification et liquidité du marché. Et en tout cas, c'est vraiment la conclusion que je trouve très forte, c'est que le développement de l'hydrogène, en termes géopolitiques, peut contribuer à un renforcement de la sécurité énergétique parce que, selon vous, et d'après, l'hydrogène est produisible partout dans le monde. Donc, si jamais il y a une rupture d'approvisionnement, il y a aussi la possibilité pour le pays importateur de se baser sur ses propres ressources. Ça lui coûtera cher, mais c'est toujours possible. Et c'est surtout que l'hydrogène, étant donné qu'il devra être produit, la localisation des investissements pourrait se concentrer sur des pays stables, ce qui renforcerait la stabilité de l'ensemble du système. J'espère en tout cas avoir été assez fidèle dans le résumé de vos propos et de vos analyses. Philippe Coppinchy, je vous en remercie. Je voudrais passer maintenant la parole à Fabrice Poulain et Alice Jacquet-Ferrand. Alice Jacquet-Ferrand, vous êtes donc consultante senior à Enerdata sur les questions de l'hydrogène. C'est avec vous que nous allons traiter des enjeux géoéconomiques de l'hydrogène. Philippe en a justement mentionné un petit peu. La maîtrise de ces technologies est un élément clé aussi des stratégies de puissance des États. Et il y a vraiment des luttes aussi de pouvoir au sein de l'industrie. Pour démarrer avec une première question, est-ce que vous pouvez rapidement nous présenter la chaîne de valeur de l'industrie de l'hydrogène pour notre audience et un petit peu cibler les maillons qui la composent et cibler les maillons que l'Union européenne doit maîtriser, les entreprises de l'Union européenne doivent maîtriser dans la compétition économique? Oui, merci Pierre et bonjour à tous. Effectivement, on a beaucoup parlé de marché et d'ambition de développement de l'hydrogène renouvelable, mais il est intéressant de faire le lien avec les technologies qui permettront de développer ce marché. Donc, la filière de l'hydrogène, elle est composée de 4 grandes catégories. Donc, pour le consommer, il faut avant tout le produire. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, aujourd'hui, l'hydrogène, il est majoritairement produit en émettant
des gaz polluants. Une technologie prometteuse qui est au sein et qui prend l'attention de plusieurs projets est la technologie d'électrolyse de l'eau, qui consiste à utiliser de l'électricité pour casser une molécule d'eau et en produire en sortie de l'hydrogène. Donc cet hydrogène, soit il va être consommé directement au sein d'applications surtout industrielles, mais il peut également être stocké au travers de différents moyens de stockage qui dépendront des conditions telles que la temporalité ou encore la distance de transport si on souhaite transporter l'hydrogène. En sachant qu'aujourd'hui, la technologie principale, la forme de stockage principale de l'hydrogène reste le stockage gazeux. Une fois qu'on a stocké cet hydrogène, on peut le distribuer et là, on va cibler des applications qui vont intégrer ce qu'on appelle une pile à combustible, donc qui va utiliser de l'hydrogène pour en produire de l'électricité. Donc, on va retrouver ces piles à combustible dans des applications dites stationnaires. Donc, par exemple, à travers des générateurs hydrogène qui vont agir en remplacement de groupes électrogènes. Mais une application principale et qui est source et cible de toutes les attentions, c'est surtout la mobilité, qu'elle soit terrestre, mais également ferroviaire, aérienne et maritime, avec, il faut le comprendre, différentes échelles de maturité. Donc, comme vous l'aurez compris, au sein de cette chaîne de valeur, il y a des enjeux technologiques de maîtriser la production de systèmes de maillons clés qui sont donc les systèmes d'électrolyse pour produire l'hydrogène et d'autre part les systèmes de piles à combustible qui vont permettre de venir consommer cet hydrogène et produire de l'électricité. Donc, il est clé pour l'Union européenne de maîtriser la production, la fabrication de ces systèmes. Et la fabrication de ces systèmes, elle va impliquer la maîtrise des chaînes d'approvisionnement logistique qui, pour certaines technologies, font appel à ce qu'on va appeler, ce qu'on va qualifier de matériaux clés. On peut prendre l'exemple typiquement de la technologie PEM, qui utilise une membrane à protons qui va, par exemple, elle, faire appel à des métaux du groupe platine, donc qui représente aussi un enjeu géostratégique d'approvisionnement de ces matières premières. Et donc, ce qu'il faut retenir au niveau de cette chaîne de valeur technologique est que pour l'Union européenne, réussir sa montée en puissance au niveau de la fabrication de ces systèmes, c'est posséder localement des champions, des leaders qui vont distribuer, qui vont fournir leur technologie au reste du monde et ainsi s'imposer sur le domaine de l'électrolyse et de la pile au combustible en tant que référence mondiale. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation de la chaîne de valeur et justement l'identification de deux maillons stratégiques, l'électrolyse et la pile à combustible. Quels sont justement les pays, puisque vous venez de le mentionner, quels sont les pays ou les nationalités des entreprises qui dominent ces deux maillons essentiels de la chaîne de valeur? Oui, alors au sein de Enerdata, on a fait le travail d'identification sur ces deux systèmes, donc électrolyseur et pile à combustible, des fournisseurs actuels de ces deux technologies. Et au niveau, donc, je vais commencer par le système donc, de production de l'hydrogène, l'électrolyseur. On a une grande partie, à peu près 50% des entreprises, des fournisseurs identifiés qui aujourd'hui sont en Europe et 20% qui sont situés dans les pays asiatiques, avec également à peu près 20% en Amérique du Nord. Et à contrario, on a la pile à combustible qui est fournie par 40% des entreprises de nature européenne, mais il y a également l'Asie qui représente 40% des fournisseurs de piles à combustible. Et puis ensuite, on a l'Amérique du Nord avec notamment le fournisseur de renommée mondiale, Ballard, qui est très mature sur le sujet et qui aujourd'hui présente de grandes capacités de production. Donc, au niveau de ces entreprises qui dominent les maillons stratégiques, aujourd'hui, elles sont de nature diverse. Elles sont réparties de manière
différentes sur le territoire international. Et l'enjeu réellement, c'est la maîtrise de ces technologies pour pouvoir atteindre une maturité suffisante et devenir leader sur le marché. Et on note notamment que l'Allemagne, comme l'ont dit mes prédécesseurs, l'Allemagne, la Corée du Sud ou le Japon ont quelque peu une avance au niveau de certaines technologies, notamment les piles à combustible, puisqu'on peut retenir que la Corée du Sud et le Japon ont fait le choix de décarboner les transports, et notamment le secteur automobile, avec la Corée du Sud qui représente le premier marché automobile des véhicules à hydrogène, donc qui a par conséquent une légère avance, en tout cas technologique et en termes de propriété intellectuelle sur le sujet. Parfait, merci beaucoup. Et je vois sur ces diapositives qu'il y a quand même plusieurs acteurs français. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit focus sur le positionnement des entreprises françaises dans la matière? Oui, exactement. Donc, on a un paysage concurrentiel international qui est assez fort, mais l'industrie française, elle se développe, elle est dotée de fortes capacités de recherche et de développement. Elle va bénéficier du plan stratégique national de la France qui représente plus de 7 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030. Et ce plan d'investissement, elle va permettre de développer les capacités de production, de fabrication des systèmes, ce qui va passer par la construction de ce qu'on appelle des gigafactories, donc d'électrolyseurs et de piles à combustible, qui va permettre, in fine, de réduire le coût de la production de ces systèmes et au final réduire le coût de production de l'hydrogène renouvelable qui aujourd'hui n'est pas compétitif face à un hydrogène qu'on qualifie de carboné, ni même un hydrogène bleu. Donc la France, l'industrie française, elle a de fortes ambitions tant au niveau du développement technologique qu'au niveau du développement des capacités d'électrolyse, donc de production d'hydrogène renouvelable, puisqu'elle a un des objectifs les plus élevés de l'Union européenne d'implémenter d'ici 2030 jusqu'à 6,5 gigawatts de capacité d'électrolyse. Donc, on a, peut-être pour terminer, des acteurs, on bénéficie de la présence d'acteurs éminents sur le sujet qui ont de grandes ambitions au niveau de la production de ces systèmes. On peut citer par exemple le cas de McPhy, qui est un acteur français qui projette de construire une gigafactory d'électrolyseurs à Belfort, ou encore Hyvia, qui bénéficie de l'expérience de Renault et de Plug Power, qui est donc une société française qui est verticalement intégrée puisqu'elle va être fournisseuse de technologies, typiquement de piles à combustible, d'électrolyseurs, mais également de stations de distribution et de véhicules. Et puis, on a aussi l'acteur français Symbio, fournisseur de piles à combustible, qui a de grandes ambitions également de production, de fabrication de systèmes, puisqu'ils ont un projet de construction d'une gigafactory de plus de 2 gigawatts aux alentours de Lyon. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre séminaire. Là aussi, si j'essaie de résumer un petit peu les conclusions stratégiques qui ont été apportées grâce à votre intervention, c'est donc la chaîne de valeur, elle est complexe, mais deux grands segments, en tout cas, sont particulièrement suivis, celui de l'électrolyse, celui de la pile à combustible. Il y a une concurrence qui est quand même forte, très forte, entre les entreprises pour réussir à s'imposer avec différentes technologies, que ce soit sur le moyen de l'électrolyse, la PEM, la filière alcaline, etc. Avec donc une forte concurrence d'acteurs asiatiques, mais quand même l'Europe semble bien positionnée sur la partie électrolyse, avec aussi la France qui est bien partie avec des acteurs de premier plan. Vous avez mentionné McPhy, vous avez mentionné Hyvia, la liste n'est pas exhaustive, mais pour laisser place maintenant aux questions, je propose de s'arrêter là. Je vais arrêter le partage de mon écran, prendre simplement 1 minute pour suivre un petit peu hop là, super. Les questions qui nous ont été posées, alors, et qui sont passionnantes. Clac, clac, clac. Eh bien, Philippe, je me tourne vers vous. Est-ce que déjà mon écran a bien arrêté d'être partagé? Oui, oui.
C'est bon, ok, parfait. Eh ben, écoutez, nous avons beaucoup de questions sur les coûts, et notamment une question coût des coûts financiers et des coûts des matières des installations de capture de CO2. Oui, alors j'ai vu qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur les coûts, donc je voudrais juste en dire un mot en espérant que ça réponde à la plupart d'entre elles et puis donner quelques ordres de grandeur pour pouvoir situer les choses. Les coûts de production aujourd'hui de l'hydrogène, mais donc de l'hydrogène carboné, on est à 50 centimes par kilo, entre 50 centimes et 1,70 $ par kilo d'hydrogène. Si on ajoute aujourd'hui, si on ajoute des technologies de capture et de stockage, on est à un prix qui tourne entre 1,5 et 7,70. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, il est, alors ça dépend bien entendu des conditions d'ensoleillement, etc., mais on est entre 3 et 8 $ par kilo. Donc, c'est des prix qui sont très supérieurs, mais on le voit aujourd'hui, l'hydrogène vert, il est plus coûteux que l'hydrogène bleu. À long terme, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Et donc, des organismes comme l'Agence internationale de l'énergie, elle fait des calculs, mais avec une liste quasi interminable d'hypothèses sur du long terme. Donc, c'est difficile voilà, d'avoir une idée très précise. Il faut faire des hypothèses sur l'évolution des coûts de production de l'électricité solaire, de l'électricité éolienne. Sur le coût du capital qui doit être investi. Et là, on parle quand même sur plusieurs dizaines d'années. Pour la production par électrolyse, la question, c'est aussi le taux d'utilisation des électrolyses. Bien entendu, si vous êtes par rapport à une électrolyse qui est couplée à une éolienne, l'éolienne ne va pas fonctionner 100% du temps. Donc, il faut en tenir compte. Si vous êtes sur l'idée qu'on va utiliser de l'électricité du réseau au moment des pics de production, mais au contraire, ne pas les utiliser lorsqu'il y a des pics de consommation, bah, fatalement, on n'est pas non plus dans une utilisation à 100%. Donc, il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, plus les aspects de transport. Aujourd'hui, la liquéfaction de l'hydrogène, c'est extrêmement cher, mais on est quasiment au stade expérimental. Enfin, les premiers bateaux commencent à circuler, mais on peut imaginer que d'ici 2050, on va avoir des économies d'échelle très importantes. Même chose pour l'utilisation de pipelines. Les pipelines actuels pour le gaz naturel sont réutilisables dans une certaine mesure. Pas tous, parce que ce n'est pas exactement le même gaz, on a des problèmes de corrosion, donc il faut les adapter. Certains le sont déjà. Donc, juste pour vous donner des ordres de grandeur, on considère, enfin, l'AIE considère que le solaire photovoltaïque va permettre dans les régions comme par exemple l'Afrique du Nord, de produire à l'horizon 2030 de l'hydrogène à 1,5 $ par kilo, et à l'horizon 2050, on sera en dessous du dollar. Donc compétitif par rapport à l'hydrogène gris d'aujourd'hui. L'éolien, c'est un tout petit peu plus cher, mais on approche la compétitivité par rapport à l'hydrogène gris d'aujourd'hui. Quelles vont être les évolutions de la fiscalité sur le carbone? À nouveau, grand point d'interrogation, mais on imagine assez bien que l'hydrogène vert produit en Afrique du Nord, par exemple, sera probablement nettement moins cher que l'hydrogène produit dans la plupart des régions de l'Union européenne. Parfait, bah merci beaucoup. Et en fait, vous avez évoqué une question, ça me permet de rebondir sur une autre question que j'ai vue passer. Manfred, je me tourne vers vous. Est-ce que justement, Philippe évoquait le défi du transport de l'hydrogène? Nous avons la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème pour le transport de l'hydrogène par les infrastructures gazières? L'hydrogène est corrosif et fragilise fortement les matériaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Le transport d'hydrogène, on peut le faire d'une façon différente, mais
En ce qui concerne le gazoduc, par exemple, ou parce qu'elles sont existantes, l'idée c'est de... Alors, l'idée est... Est-ce que quelqu'un peut fermer son micro? L'idée c'est donc d'utiliser l'hydrogène dans des gazoducs. Là, il faut dire que d'une part, on peut mélanger l'hydrogène jusqu'à hauteur de plus ou moins 20% avec le gaz naturel, le méthane, et les tests ont prouvé qu'il n'y a pas de problème. Si on augmente la part, le share de l'hydrogène dans le mélange de gaz, voire si on va vers l'hydrogène pur, il faut faire, c'est pas évident, c'est certain, mais il faut faire des coatings, un enrobage intérieur spécial. Et dans ces cas, les tests ont montré que ça ne devrait pas poser de problème. Très bien, merci. Aux Pays-Bas, par exemple, ils ont construit des nouveaux pipes qui fonctionnent parfaitement avec de l'hydrogène pur. Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Fabrice Poulain, je me tourne vers vous sur un point aussi qu'a d'ailleurs évoqué Philippe lors de sa présentation. Philippe a notamment indiqué que la Russie pourrait faire face à des difficultés en matière d'infrastructure pour développer l'hydrogène. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments de réponse, étant donné que, comme la personne le rappelle, à très juste titre, la Russie possède des gazoducs. Donc, pourquoi est-ce qu'elle aurait des difficultés à transporter l'hydrogène? Alors, comme l'a indiqué Manfred, tous les gazoducs existants ne sont pas forcément susceptibles d'être utilisés. Les plus modernes sont probablement prévus. Alors, je n'ai pas réussi à vérifier l'information, mais apparemment Nord Stream 2, donc le dernier gazoduc entre la Russie et l'Allemagne, aurait été prévu pour pouvoir transporter de l'hydrogène. Ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble du réseau gazier russe. Et l'un des problèmes quand même de la Russie, c'est l'étendue de son territoire. C'est extrêmement important. Et donc, ça va irrémédiablement nécessiter des investissements. L'autre aspect, c'est le captage du CO2. Ce n'est pas aujourd'hui une technique qui est fortement utilisée en Russie. Ça va aussi demander des investissements assez importants s'ils veulent pouvoir produire de l'hydrogène bleu. Très bien, merci. En parlant justement des exportations d'hydrogène vert, d'hydrogène bleu, nous avons une question sur la difficulté pour un importateur d'hydrogène d'être sûr que la molécule qu'il reçoit est bien verte, voire bleue. Est-ce qu'il y a des projets de certification en cours? Fabrice Poulain, est-ce que vous souhaitez répondre? Alors, sur les projets, répétez la question, pardon, sur les projets de certification. Oui, est-ce qu'il y a des projets de certification en cours pour être sûr qu'un importateur, lorsqu'il importe de l'hydrogène, il soit sûr de sa couleur, qu'elle soit verte ou bleue? Alors oui, il y a effectivement, ce sujet est clairement à l'ordre du jour, de la même façon qu'on a ce sujet sur l'origine de l'électricité. Donc, il y a eu pas mal d'expériences avec le domaine de l'électricité, en commençant par les garanties d'origine, les certificats, etc. Et donc, sur l'hydrogène se pose la même question. Et donc, actuellement, il y a des réflexions qui sont à l'étude, donc en discussion pour ce sujet. Il n'y a pas encore de réglementation à ma connaissance, à notre connaissance, sur ce sujet, mais en tout cas, c'est discuté actuellement. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Petite question, là, cette fois-ci géographique. J'essaie vraiment de varier un petit peu les thématiques. Fabrice, si vous souhaitez répondre, nous vous écoutons. La question est la suivante. Comment le Chili, isolé des marchés importateurs, pourrait-il maîtriser ses coûts de transport? Et peut-être que je vais renvoyer la question à Alice Jacquet, si Alice, tu souhaites la prendre.
Merci Fabrice. Donc le Chili, comme on l'a dit au cours de cette présentation, il est envisagé comme un producteur massif d'hydrogène en raison de son fort potentiel en énergie renouvelable. Mais dans la compétitivité de l'hydrogène se pose la question de son transport, de son mode de transport. On envisage notamment cet hydrogène va être exporté vers des pays demandeurs, donc notamment européens, voire même du côté asiatique. Un moyen de le transporter va forcément être maritime. Donc, se pose la question encore des technologies de stockage, puisqu'il en existe actuellement plusieurs. On peut avoir recours à la liquéfaction de l'hydrogène, mais qui pose quelques conditions technologiques assez contraignantes, puisque l'hydrogène doit être liquéfié à une température relativement basse, moins 253 degrés. Donc, il est compliqué de maintenir l'hydrogène liquide à cette température. Et de plus, la technologie fait qu'elle subit beaucoup de fuites. Il y a également une autre façon envisagée parmi d'autres de stocker cet hydrogène, c'est de le transformer en un produit intermédiaire, vers de l'ammoniac qui bénéficie aujourd'hui d'une technologie de liquéfaction qui est relativement plus simple puisqu'il peut être liquéfié à moins 33 degrés. Il se stocke plus facilement et il bénéficie aujourd'hui d'infrastructures qui sont déjà existantes, notamment d'infrastructures portuaires et de transport, de capacité de stockage maritime pour le transporter d'un point A à un point B. Parfait, merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez parlé de l'enjeu des fuites. Manfred Hafner, nous avons une question. La question est la suivante. Si je comprends bien, le stockage de l'hydrogène, en raison des pertes lors des transferts et transformations, de volatilité de l'hydrogène, n'est rentable que sur des stockages de longue durée. Est-ce correct? Oui, c'est correct pour la raison simple suivante. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît? Merci. Le passage de l'électricité, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Merci. Le passage de l'électricité par l'hydrogène et ensuite revenir sur l'électricité donne des rendements d'environ 30%, c'est-à-dire des pertes de 70%. Cela n'a un sens que lorsqu'on n'a pas d'alternative plus efficace à ça. Pour les stockages en courte durée, il y a beaucoup de différentes alternatives, y compris les batteries. Alors que pour le stockage de longue période, saisonnier, on n'a pas vraiment d'alternative sauf les centrales hydroélectriques, pompage, turbinage, mais on n'a pas des sites partout. C'est compliqué. Et donc, dans ce sens, ça a un sens d'utiliser l'hydrogène pour des solutions de problématiques de stockage longue durée. Merci beaucoup pour cette intervention. Nous avons beaucoup parlé, nous parlons d'hydrogène, nous avons beaucoup parlé d'hydrogène vert, bleu, carboné, mais il y a un type d'hydrogène dont nous n'avons pas encore parlé, c'est l'hydrogène naturel. L'hydrogène naturel n'a pas encore été mentionné. Qui va devenir… est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots dessus, peut-être Fabrice Poulain, si vous souhaitez intervenir? Alors oui, juste pour introduire le sujet, l'hydrogène naturel, c'est la même origine que exploiter du gaz naturel. Donc, il y a des gisements d'hydrogène naturel à travers le monde. La problématique est justement d'extraire cet hydrogène de façon économique et ensuite de le transporter vers son usage final. C'est quelque chose d'émergent. On est clairement au tout début. Les premiers projets sur l'exploitation d'hydrogène naturel, à ma connaissance, sont prévus dans les années qui viennent. Donc, on n'est même pas encore en train de le faire. Ça reste plutôt un sujet on va dire, d'attraction touristique presque sur certains gisements qui sont petits, effectivement, mais d'autres gisements peuvent être significatifs. La grosse problématique, c'est, comme dans les problématiques avec le gaz naturel, c'est d'estimer
l'importance du gisement et d'estimer la rentabilité économique de son exploitation. Donc, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs sociétés, dont des sociétés françaises qui s'intéressent à ce sujet et qui sont assez avancées. C'est jamais très simple, c'est-à-dire qu'on n'a jamais l'hydrogène, c'est rarement l'hydrogène pur, il est souvent mélangé avec d'autres gaz, donc il y a un problème de séparation, il y a un problème de pureté aussi derrière, donc il y a plein d'enjeux associés, mais c'est aussi une des possibilités donc, de générer de l'hydrogène, c'est d'exploiter des gisements naturels. Très bien, écoutez, merci à tous pour vos interventions, les réponses aux questions. Il est 16 h, je vous propose de clore ici nos échanges pour ne pas trop déborder sur le temps qui était initialement prévu. Je remercie tous les participants qui nous ont suivis pendant tout ce séminaire pour toutes les questions que vous avez posées. Elles étaient très nombreuses, je vous avoue, très intéressantes et très riches. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir pu justement apporter des éléments de réponse complémentaires à vos questions. Si vous souhaitez continuer à suivre eh bien, les sujets traités par l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques, n'hésitez pas eh bien, à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux. Et surtout, nous serons très heureux de vous retrouver lors du prochain séminaire sur le prochain sujet, notre prochain sujet d'étude qui reste à ce stade une surprise. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne semaine et au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Merci à tous, au revoir. Au revoir.